bonjour. Donc je vais débuter la présentation concernant l'état écologique, la gestion des lacs du littoral aquitain, des grands lacs du littoral aquitain. Moi je m'appelle Vincent Bertrain, je travaille à l'IRSTEA de Bordeaux. Donc l'IRSTEA c'est un organisme public de recherche en environnement. Et donc on sera trois pour faire cette présentation. Donc moi je vais faire une petite introduction sur les lacs et puis ensuite ce sera Laurent Picane de la communauté de communes des Grands Lacs qui prendra la suite. Je reviendrai ensuite pour vous présenter un peu les thématiques de recherche autour de la flore aquatique principalement, enfin les macrophytes pour être plus précis. Et puis ce sera Franck Queneau, donc du sage lac Médocain pour faire court, du Siepvelg, qui conclura la présentation. Alors je sais pas, il faut que je fasse quelque chose de... Non, c'est bon. Donc l'idée c'est que on va commencer Franck, une petite introduction, ensuite Laurent parlera de la variation de la gestion des niveaux d'eau. Puis donc on remontera un peu plus vers les bords, vers tout ce qui est végétation aquatique des zones littorales, macrophytes des zones littorales. Et puis Franck nous parlera un peu plus de qualité d'eau et de gestion des marais, des zones humides qui sont là pour le coup plutôt l'interface entre la forêt et puis le lac. Voilà. Je pourrais vous chanter une chanson, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée pour tout le monde. Et j'en profite, oui, j'ai oublié quelqu'un, il y a un quatrième larron aussi, Guillaume Bourguetou qui est chargé d'études lac à l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui nous a aidé aussi à faire cette présentation. Donc lui, il a été exempté de parole, mais bon, vous pouvez lui poser des questions si vous voulez aussi. Voilà. Donc état écologique, fonctionnement et gestion des grands lacs du littoral aquitain. Donc on va descendre un peu plus dans le sud-ouest de la France, du côté de Bordeaux. Le long du littoral, de l'océan Atlantique, ici, le littoral aquitain, entre l'estuaire de la Gironde et l'estuaire de la Dour, se situe, il y a une quinzaine d'étangs et de lacs naturels, donc on appelle les lacs et étangs du littoral aquitain, qui sont des lacs naturels qui sont issus du barrage des cours d'eau côtiers, donc par le barrage des cours d'eau côtiers par la dune littorale. Nous, on va s'intéresser ici à ce qu'on appelle les grands lacs du littoral aquitain. C'est-à-dire que parmi les 15 lacs et étangs qui sont sur cette chaîne, il y en a 4 qui sont vraiment qui sortent un peu du lot par leur superficie, notamment au nord du bassin d'Arcachon. Ici, c'est le bassin d'Arcachon. Au nord, on a ce qu'on va appeler ici les lacs médocains. Donc, il y a le lac de Carcan-Ourtin et le lac de Lacanau. Et puis, donc ça, c'est plutôt le terrain de jeu de Franck. Et puis, le terrain de jeu de Laurent, c'est le lac Landais, donc avec notamment le lac de Cazaux-Sanguinet et le lac de Parentis-Biscarrosse. Bien sûr, il porte le nom des communes sur lesquelles il se situe. Donc, on a des lacs qui sont relativement grands. On va quand même du lac de Carcan-Ourtin qui fait 62 km², qui est quand même un grand lac, jusqu'à des lacs, le plus petit ici fait 20 km², c'est le lac de Lacanau, sachant que les deux autres, les lacs du sud, sont un peu plus intermédiaires, on va dire. Donc c'est des lacs peu profonds, avec des profondeurs maximales qui sont autour de 20 mètres pour le lac de Cazaux, mais bon, les profondeurs moyennes sont inférieures à 10 mètres. Hop là. Alors donc les grands lacs les grands lacs du littoral aquitain, comme je le disais, sont issus du barrage des cours d'eau côtiers, par la dune littorale. Donc c'est des plans d'eau qui sont pas très vieux, hein. D'ailleurs, dans 10-12 mètres de profondeur, vous pouvez trouver encore des traces de civilisation de l'âge du fer, du bronze, dans le lac de Cazaux-Sanguinet principalement. Donc il y avait encore des civilisations humaines qui vivaient au bord de ce qui était un cours d'eau et qui est devenu un lac aujourd'hui. Donc c'est des plans d'eau qui sont d'une altitude faible, entre 15 et 30 mètres d'altitude. Les niveaux trophiques variables, ça va de oligo-mésotrophe pour le lac de Cazaux-Sanguinet à eutrophe pour le lac de Parentis-Biscarrosse. Ce sont des plans d'eau qui sont plutôt sableux. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui est un peu particulier, comme je vous disais, donc c'est là qui sont issus d'une retenue des cours d'eau côtiers par la dune de sable côtière. Donc, on a un profil dissymétrique des fonds. Ici, vous avez la carte bathymétrique. Donc, ce qui est en bleu foncé, c'est la zone plus profonde, ce qui correspond au pied de la dune, plutôt au rive ouest. Et puis, en rive est, au contraire, on a plutôt des pentes très faibles. Donc le long de la zone plutôt marécageuse, on va dire, de manière générale. Et donc on a un axe assez marqué, notamment au niveau des vents,
Donc les vents dominants sont plutôt d'ouest à nord-ouest, forcément on est proche de l'océan. Voilà. Au niveau des activités anthropiques, donc des usages, on va dire de manière générale, donc ces plans d'eau servent à l'approvisionnement en eau potable, notamment le lac de Cazaux-Sanguinet. Ce sont des lieux privilégiés pour la pratique du nautisme d'une manière générale. Donc des bateaux à moteur, à voile. La pratique de la chasse et de la pêche, qui pourrait probablement ressembler à ce qui se passe ici. Bien sûr, des activités, activités récréatives comme la baignade, beaucoup de camping, etc. Donc pas mal une zone de loisirs très 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 forte, activités touristiques. Et également sur le lac de Parentis-Biscarrosse, une zone de prélèvement d'exploitation du pétrole. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une zone de culture, d'archéologie et puis d'éducation à l'environnement. Voilà, donc pour parler brièvement de l'état écologique au sens de la DCE, donc ça ce sont des données qui m'ont été fournies donc par Guillaume de l'Agence de l'eau. Donc on a dans la zone, là parmi ces 4 lacs, il y a 2 lacs de référence qui sont considérés comme des lacs de référence au niveau européen. Donc c'est le lac de Carcantouin, le lac de Cazaux-Sanguinet. On voit que les lacs sont en bon état, de manière générale, surtout au niveau état chimique. Bon, il y a quelques détails près, en sachant que pour les lacs, il y a des nouveaux indicateurs qui sont arrivés récemment. Donc pour le lac de Lacano et le lac de Parentis-Biscarrosse, il y a quelques indicateurs biologiques qui ont été déclassants pour l'état écologique. Mais d'une manière générale, la qualité au sens de la DCE, je parle, donc les indicateurs DCE, plutôt bonne. Voilà, il y avait des petites flèches pour montrer à qui appartenaient les États. Voilà. Donc les principaux enjeux de gestion et les principaux enjeux écologiques donc se situent au niveau du maintien des activités économiques, donc notamment liées au tourisme. La gestion des niveaux d'eau, donc c'est ce dont Laurent va vous parler tout de suite après, c'est un enjeu important. La qualité de l'eau, notamment par rapport aux questions de la baignade, mais également au niveau de la physico-chimie sur les aspects environnementaux. Franck conclura la présentation sur plutôt la gestion des habitats naturels et la biodiversité, notamment, comme je disais, quelque chose qui se situe plutôt en périphérie des lacs, notamment les zones humides, les tributaires et la continuité écologique. Moi, je vous parlerai un peu plus de la flore endémique et rare. Bon, effectivement, dans les enjeux globaux, il y a aussi la faune, bien sûr. Je vous parlerai également un peu d'espèces exotiques, notamment des plantes exotiques, et de fonctionnement des écosystèmes et des dynamiques de ces écosystèmes. Donc, je laisse la parole à Laurent Picane de la communauté de communes des Grands Lacs. Voilà, donc moi je vais faire un petit zoom. Alors je vais me présenter de nouveau, Laurent Picane, je représente le service environnement pour la communauté commune des Grands Lacs, dans le département des Landes. Moi je vais faire un petit zoom donc sur ce territoire qu'a présenté Vincent assez brièvement, et plus particulièrement sur une problématique qui apparemment, d'après ce que j'ai compris sur certains témoignages de ce matin, sur la gestion des niveaux d'eau, qui était assez problématique également sur Grandlieu. Sur le territoire, j'ai mis en place depuis 2009 ce qu'on a baptisé le CIRIL, Système d'information relais interlac, donc qui est une. Alors j'ai voulu intituler la présentation peut-être de manière un peu prétentieuse, mais ça j'y reviendrai dans la fin de mon exposé, quand la gestion quantitative rejoint la gestion qualitative des écosystèmes lacustres. Donc c'est un dispositif de gestion qui vise avant tout à identifier les niveaux des lacs en termes NGF et leur évolution saisonnière, les débits transitant au niveau des ouvrages, des 5 ouvrages de gestion du territoire que nous avons, et puis aussi quelques paramètres physiques comme la pluviométrie, la température de l'eau et la température de l'air. Voilà, un premier ouvrage donc qui est équipé du CIRIL, on est sur une base aérienne, base militaire, un ouvrage qui date du 19e siècle, l'ouvrage sur la commune de Cazaux.
Un deuxième site équipé du Cyril qui reflète davantage, à mon sens, le réel niveau du plan d'eau, parce que bon, je vais peut-être être étonnant pour certains, mais un lac de cette dimension n'est pas plat. On a une circulation hydraulique à la fois vers le nord et vers le sud. Un deuxième ouvrage, cette fois-ci plus au sud du Grand Lac de Cazaux-Sanguinet, donc qui est l'ouvrage de Biscarrosse, qui comporte également une écluse à bateau. Troisième site équipé du Cyril, cette fois-ci représentatif peut-être davantage du plan d'eau de Parentis-Biscarrosse. Quatrième site, et donc troisième ouvrage, c'est les ouvrages de Probert et de Taffard. Ce sont des ouvrages, la plupart du temps, de petite dimension. Hein. On atteint entre 6 et 8 mètres de largeur, de largeur pour une hauteur avoisinant le mètre. Enfin, cinquième et dernier ouvrage, donc l'ouvrage régulateur, qu'on l'on peut qualifier cette fois peut-être plus de régulateur, qui est l'étang, l'ouvrage des Anguillons sur l'étang d'Orléans. L'étang d'Orléans, Vincent ne l'a pas décrit jusqu'à présent. Il est géré par une autre collectivité, la communauté commune de Mimizan, pour laquelle je suis conventionné également. Lui, il a un véritable pouvoir régulateur, mais avec un étang de superficie beaucoup moindre. On le voit bien déjà sur la diapositive, puisqu'il fait 340 hectares. Voilà, le Cyril nous permet d'avoir ce genre de bilan. Donc en termes de, comme quitte à me répéter, en termes de niveau NGF, en termes de débit transitant au niveau des ouvrages, et puis donc quelques paramètres physiques qui ne sont peut-être pas retracés ici, mais qui existent bel et bien. Voilà, donc c'est un outil de coordination hydraulique à l'échelle du territoire du Sage, des étangs littoraux, bords et bûches. Ma collègue animatrice du Sage n'étant pas là aujourd'hui, elle regrette d'ailleurs un petit peu, mais ce sera peut-être pour un prochain colloque. Donc c'est un outil de coordination qui permet une meilleure connaissance du fonctionnement hydraulique de la chaîne des étangs, notamment par l'établissement de bilans hydriques interlac et lac bassin versant. Des bilans hydriques que l'on a obtenus, qui sont un petit peu schématisés de cette manière. Je ne vais pas aller dans les détails, simplement dans chaque camembert que vous voyez, dans les couleurs bleues, vous avez les flux entrants dans les masses d'eau, et dans les couleurs un peu orangées, vous avez les flux sortants. Et là, c'est une hypothèse établie pour 10 mm de pluie par jour. Donc, in facto, vous voyez bien que les barrages n'ont pas véritablement de pouvoir de régulation en tant que soi. On a des flux entrants qui sont beaucoup plus importants que les flux sortants, et donc automatiquement une élévation du niveau d'eau non maîtrisable. Voilà, donc un outil de coordination qui en fait est un outil du SAGE pour valider un nouveau règlement d'eau interdépartemental, puisque en l'occurrence ça concerne deux départements, la Gironde et les Landes, avec des dispositions particulières, une information qui soit transparente, collégiale, portée à la connaissance de tous, une solidarité amont-aval entre les différents gestionnaires. Il y a 3 gestionnaires, la base aérienne militaire sur Cazaux, dans le nord, la communauté commune des Grands Lacs et la communauté commune de Mimizan. Donc, qui sont représentés au sein d'un même comité de coordination hydraulique et qui porte une validation d'action pour prioritaire en fonction des enjeux et des usages. Donc, un règlement d'eau qui priorise, alors là je reviens un petit peu à ma notion de prétention que j'avais un petit peu évoquée tout à l'heure, qui priorise des enjeux écologiques, un débit minimum biologique au niveau des ouvrages et des passes à poissons, bien évidemment c'est une obligation qui est réglementaire, un écoulement modéré en période de crue pour préserver le bon état morphodynamique, cette fois-ci des cours d'eau et des exutoires. Et puis enfin, la pertinence d'un marnage saisonnier pour la préservation de biotopes à forte valeur patrimoniale. On parle essentiellement là de pelouse à amphibie à littoral, lobélie et isoète en particulier, et le faux cresson de Thor. Voilà. Et donc un règlement d'eau, enfin une gestion hydraulique qui permet surtout un marnage saisonnier et naturel, et parfois au détriment de certains usages, de certaines activités anthropiques, notamment la chasse, la pêche, la baignade, mais aussi la navigation, comme vous le voyez, avec des bateaux qui sont posés sur le sable. Voilà pour ma partie.
N'hésitez pas, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, à venir me voir par la suite. Merci. Donc moi je vais enchaîner sur la partie plantes aquatiques macrophytiques des Grands Lacs. Donc en fait sur les lacs, on a recensé environ 80 espèces de plantes. Alors les plantes, nous ce qu'on appelle macrophytes, ça va des plantes strictement aquatiques, submergées, jusqu'aux zélophytes de bordure. À partir du moment où les plantes ont le pied dans l'eau, on les considère comme des macrophytes. Voilà. Donc il s'agit, pour vous donner quelques exemples, on peut avoir par exemple du cierpe piquant, du myriophylle à fleurs alternées, quelques caracées aussi, Cara fragifera, Nitella confervacea, Nitella hyalina. Compte tenu des eaux relativement acides, on trouve aussi beaucoup de joncs bulbeux, de l'Éleucharis multicolis aussi. Voilà, tout le cortège de plantes qui ont tendance à bien aimer les grèves sableuses un peu des lacs. En fait, ce qui est intéressant dans nos lacs, et on en a évoqué comme une espèce un peu malheureusement disparue sur le lac de Grandlieu, c'est la lobélide d'Ortmann. Donc Lobelia d'Ortmanna, qui est, comme vous pouvez le voir ici sur sa carte de distribution européenne, et au niveau de la flèche qui clignote ici, c'est un peu l'un des derniers bastions méridional en fait de la distribution de cette plante en Europe. Alors on espère que ça le restera encore longtemps. C'est une plante qui est donc qui est inféodée au milieu quand même relativement oligotrophe et peu profond, qui forme des pelouses littorales, donc notamment avec plusieurs autres espèces qu'on va appeler globalement les isoétides ici. C'est une plante protégée, je ne vous ai pas fait la liste, mais elle est très protégée. Elle est bien sûr en régression, malheureusement, donc notamment liée à l'eutrophisation, l'acidification des lacs. Alors pas forcément en France, mais au moins dans le nord de l'Europe, c'est un peu les phénomènes qui se passent. Parmi ces plantes-là, au niveau des plantes protégées et rares, on a la littorelle a une fleur qui est peut-être un peu moins rare, mais qui est quand même une plante pareil qui a une balance écologique assez restreinte, qui désire d'avoir des conditions du milieu très 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 précises, notamment au niveau de la variation des niveaux d'eau et de la qualité de l'eau et de la quantité en matière en suspension. On a une espèce endémique qui est une fougère. Alors, c'est l'isoète de Bory, qui doit être une parente cousine de l'isoète Echinospora dont on a parlé en début ce matin. Et puis, une espèce qui a effectivement une forme aquatique qu'on peut considérer comme un macrophyte, qui est le faux cresson de Thor, Charopsis verticillato inundata. Voilà, donc c'est pour vous brosser un peu la végétation autochtone. Bien entendu, vous avez probablement entendu parler que ces sites-là, les lacs aquitains, sont le site aussi depuis 30 ans de la colonisation de plantes exotiques, notamment les hydrocaritacées, le lagarosiphon major qui nous vient d'Afrique du Sud, mais également Egeria dansa, pour ne citer qu'elles. Mais bon, c'est vraiment les deux plantes qui nous posent vraiment des soucis. On n'a pas trop de problèmes avec les élodées. Puis bien sûr la Jussie, je parlerai un peu moins ici, le myriophylle du Brésil. Donc c'est des plantes qui posent quand même pas mal de soucis, notamment dans les endroits un peu de l'activité humaine, notamment les ports. Donc forcément c'est les endroits où on les voit aussi. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées par les usagers sur la gestion de ces plantes. Et c'est une gestion qui demande beaucoup d'efforts de la part des gestionnaires aussi. C'est vrai au niveau financier et au niveau aussi communication, parce qu'il faut expliquer tout ça. C'est pas si simple. Vous voyez ici, ça c'est par exemple un tas d'Egeria qui a été moissonné dans le port de Dourtin, je pense, à l'époque. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter à partir de ce paysage un peu au niveau des plantes. Je vais vous présenter les recherches qu'on mène à IRSTEA, les recherches appliquées à la gestion des lacs. On va essayer d'étudier aussi le fonctionnement des lacs. Donc c'est pas, moi je suis le porte-parole un peu d'une équipe, je suis pas tout seul. Alors j'aurais pu rajouter la photo de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Alain Dutartre. Donc on est un peu dans la poursuite de ses travaux, sachant que lui est parti à la retraite il y a déjà 2-3 ans. Alors, il y a deux personnes que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est Christina Ribaudo qui, elle, travaille plutôt sur la biogéochimie, et Aurélien Jamonneau qui, lui, travaille sur tout ce qui est plantes aquatiques, c'est-à-dire mais plutôt multimaillon, travaille sur le phytoplancton, les diatomées et les macrophytes, et essaie de mettre tout ça en musique.
Donc nous on travaille à plusieurs échelles, on travaille à l'échelle du lac d'une manière très globale, notamment sur la dynamique des communautés de plantes, mais aussi la bioindication. Vous avez peut-être entendu parler de l'IBML par exemple pour les macrophytes, c'est nous qui l'avons développé. À l'échelle du biotope, alors c'est un peu, on va dire l'échelle biotope, c'est un peu plus précis, on zoome un peu plus sur des zones un peu plus restreintes des lacs, notamment sur la réponse des communautés à certains types de perturbations, notamment les perturbations physiques, enfin l'hydromorphologie on va dire de manière générale, je vous parle de ça vite fait tout à l'heure. On travaille sur la distribution, les assemblages et les traits fonctionnels, et puis à échelle plus fine, et donc là c'est en fait tout ce qui est lié à la biogéochimie, et notamment l'effet des plantes sur le fonctionnement benthique des lacs. Alors, au niveau de la distribution, on a une technique depuis le début des années 80. Donc, c'est Alain Dutart qui avait mis en place cette manière de travailler. Donc, on fait une prospection directement à pied le long des rives. Donc, ça nous permet d'établir des cartes relativement simples, des zones de rives. Donc, là, les points sont petits, mais vous imaginez que vu la taille des lacs, c'est qu'on étudie quand même des aires qui sont quand même assez grandes. On voit ici pour l'isolette de Bory qu'entre 1984 et 2006 sur le lac de Parentis-Biscarrosse, les petits points, les gros points rouges qui étaient plutôt indiquaient une occurrence assez forte, sont devenus de plus en plus rares et très petits, qui indiquent une occurrence faible. Donc c'est vrai qu'on a une dynamique plutôt de disparition de cette plante-là. Donc je rappelle qu'il y a une plante endémique à ces lacs. 4 lacs grosso modo. Alors que le lagarossiphon, à contrario, on voit que c'est une plante qui se plaît plutôt dans les lacs et aura tendance à augmenter assez rapidement. Alors c'est vrai que là on est plutôt sur les bords des lacs. Alors, ce qu'on fait également pour pouvoir voir un peu ce qui est un peu plus au large, c'est qu'on fait des transects perpendiculaires aux rives à l'aide d'un échosondeur. Ici vous avez l'image de l'échosondeur, on a le fond du lac. Ce qu'on voit ici, c'est les plantes, grosso modo. Donc voilà, ici en l'occurrence, les hydrocarytacées sont assez faciles à voir. Et on donne un petit coup de râteau pour vérifier si on est en présence d'Egeria ou de lagarossiphon. Détermination. Et donc après, quelque chose d'assez classique, des cartes de répartition. Et qui nous permet surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir la dynamique. Donc ce qu'on voit en termes de dynamique, c'est qu'il y a une dynamique qui est propre à chaque plan d'eau. Il n'y a pas quelque chose, une conclusion globale pour l'ensemble des lacs. C'est chaque lac a sa spécificité. Mais que globalement, les isoétides, notamment l'Obélia, les littorales sont relativement stables. Pas vraiment de régression. Sauf que pour les isoétès de Bory, on est quand même arrivé dans des effectifs qui sont très faibles, une quinzaine de sites qui sont colonisés. Donc c'est vraiment une espèce en sursis. Et on espère quand même pouvoir la conserver dans les années à venir. La dynamique du lagarossiphon est stable depuis les 30 années. C'est vrai qu'elle a eu sa période de croissance. Là, depuis une dizaine d'années, on a observé qu'elle était stable. Par contre, Egeria dansa pose de plus en plus de soucis. Elle a tendance à remplacer même lagarossiphon dans certains endroits. Voilà, donc là je vais vous présenter assez rapidement les types de questions qu'on se pose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'on fait. Après, il y a des papiers qui ont été écrits, vous pouvez toujours aller voir ce qui est fait, notamment sur l'effet des vagues et du vent, l'exposition et des perturbations anthropiques. Notamment, on travaille sur des indices. Alors là, il y a l'indice de Kédis, quelque chose qui est relativement connu, donc qui va nous permettre de modéliser un peu l'exposition des sites, notamment à l'aide du fetch et du vent. Donc on en a parlé un peu du fetch ce matin. C'est donc la distance effective sur laquelle le vent souffle sans aucun obstacle, selon une orientation donnée, donc qui peut permettre de créer une vague. D'accord ? Donc vous avez vu, je vous ai parlé d'une exposition ouest-nord-ouest du vent, donc bien entendu, théoriquement, ce sont ces endroits-là qui sont les plus exposés. On utilise aussi d'autres types de modèles qui eux, ont comme avantage de prendre en compte aussi la bathymétrie, la profondeur. Donc là, on va calculer la probabilité de remise en suspension, notamment à l'aide des longueurs d'onde de la vague. Grosso modo, à partir du moment où la profondeur est inférieure à la demi-longueur d'onde de la vague, on peut considérer qu'il y a une remise en suspension du sédiment. À côté de ça, on met aussi dans la boîte à données, dans laquelle on fait nos analyses. C'est des protocoles type protocole DCE, un protocole Albert qui caractérise l'hydromorphologie des lacs, les perturbations hydromorphologiques, les altérations des berges. Ce que vous voyez en rouge ici sur le lac de Lacanau, c'est les endroits où au moins une modification d'origine anthropique, que ce soit une zone de baignade, un ponton, etc., est présent. Alors pour synthétiser les résultats, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on s'attendait souvent à une dichotomie est-ouest, une séparation est-ouest du lac. En fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une histoire de sinuosité
des bordures. Donc cette sinuosité augmente le nombre de la disponibilité en habitat. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai qu'on aura malgré tout des communautés qu'on va plutôt retrouver à l'est, d'autres qu'on va plutôt retrouver à l'ouest. Mais malgré tout, à fine échelle, ça se pose pas tout à fait comme ça. On a par contre, donc je l'ai dit, des communautés, des assemblages assez clairs. Notamment, on a des communautés à isoétides. Donc quand je dis communauté, c'est les assemblages à littorel, l'obélia, et puis souvent les caracées, etc. Et le caropsis, les hydrocaritacées, les formes aquatiques des petits zélophytes et également des cladiers. Donc on a des paysages qui sont assez variés et clairement définis. Au niveau de la distribution, les paramètres les plus importants, donc on a montré ça, c'est que en fait le vent et l'exposition au vent et aux vagues est importante, la remise en suspension également, mais également les zones de baignade et les modifications des berges, notamment l'équipement, c'est-à-dire tout ce qu'on dit équipement, c'est les enrochements, mais aussi les zones, les pontons, ce genre de choses qui jouent un rôle important. Et qu'on est capable aujourd'hui, mais c'est quand même en cours. On essaie de prévoir, en fait, de prédire un peu les zones de distribution potentielle des espèces exotiques, mais également les zones favorables à la gestion et à la conservation des espèces des isoétides, notamment avec des modèles de distribution, voilà. Et on travaille sur les traits, notamment sur le rôle que peuvent avoir les phragmités, les roselières, sur le maintien, la distribution des isoétides. Vite fait, vous parlez également de tout ce qui est les flux benthiques d'oxygène et de carbone. Donc ça, c'est les travaux de Christina, qu'on mène avec l'Université de Bordeaux. Donc l'idée, c'est de mesurer ces flux à la fois sur les isoétides, sur les pelouses colonisées par les lobélias, etc., et également sur le sédiment nu. On va disposer des chambres benthiques à différentes périodes de la journée, sur différents sites, avec des cycles jour-nuit. On a fait ça pendant de mai 2013 à septembre 2014. Et donc ce qu'on a observé quand même, pour parler un peu du rôle en tant qu'espèce ingénieure de ces plantes, donc le rôle et l'importance de les conserver, c'est que quand on regarde les flux de méthane au niveau à la fois du sédiment végétalisé et puis le sédiment nu, c'est qu'on a sur le sédiment nu quand même les processus de respiration, on a un relargage et de la méthanogénèse, on a un relargage de carbone, notamment lié à l'activité bactérienne, donc au niveau du sédiment nu, tandis que sur les zones végétalisées par les isoétides, on a une rétention de ces gaz à effet de serre, on va dire d'une manière générale, donc notamment liés à la perte en oxygène au niveau des racines. C'est des plantes qui d'une certaine manière produisent aussi de l'oxygène au niveau de la racine et donc qui va favoriser la méthanotrophie. Et donc on peut dire globalement que ces plantes ont une certaine tendance à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle, alors peut-être pas à l'échelle des lacs, mais en tout cas elles participent grandement au moins à une oligotrophisation des sédiments. Voilà. Et aussi à la rétention de tous ces gaz qui sont pas très bons à être rejetés dans la nature. Au niveau de la biogéochimie, on s'intéresse aussi aux espèces envahissantes, notamment Egeria et l'Agarosiphon, qui forment des herbiers assez denses, même très très denses dans certaines parties du lac. Elles colonisent certaines zones, particulièrement les zones riches en matière organique. Elles sont capables elles aussi de se créer leur propre substrat organique. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, la dégradation de la matière organique est très consommatrice en oxygène, donc on va avoir des sédiments anoxiques et donc potentiellement des hypoxies. Et que également, cette hypoxie, on va avoir une tendance à relargage de certains éléments, comme je vous l'ai dit, notamment le méthane, le carbone. C'est aussi lié à la respiration, à la dégradation de la matière organique, qui est donc aussi consommatrice d'oxygène et qui va relarguer des produits de respiration, notamment le dioxyde de carbone. Donc ici sur les graphes, on voit ici on a la saturation en oxygène. Ici on a donc l'azote GELDAL avec en fonction des saisons, donc au printemps, été, automne. Ce qu'on voit, c'est en bleu, on est à la surface, donc dans plutôt cette partie-là. Alors ce qui est en vert, c'est les mesures qui sont faites ponctuellement, donc dans les plantes. Donc on voit qu'il y a une stratification globalement de la saturation, de l'oxygène dans les herbiers.
entre la surface qui va tendance à avoir un peu plus d'oxygène que dans les herbiers, où là on voit que, surtout en été, on a quand même des zones qui sont proches de zéro en termes de saturation d'oxygène. Au niveau de l'azote, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a plutôt un effet saison, c'est-à-dire que l'azote a tendance à être consommé quasiment dans sa totalité ou proche en été, alors tandis que en automne, c'est le relargage à partir de ces naissances des plantes qui va permettre de remettre à disposition tout cet azote qui est contenu dans les plantes. On se pose également des questions sur l'agitation de l'eau. Quel est le rôle de l'agitation de l'eau, de l'hydromorphologie, de l'hydrodynamique sur le maintien de l'oxygène dans les herbiers, au sein des herbiers. On sait que ces grosses masses de plantes ont tendance à créer une barrière donc au niveau de la circulation des eaux. Et donc on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des hypoxies, des anoxies au niveau des herbiers, à l'intérieur des herbiers. Et donc on se demandait quel est l'impact du vent, donc on en a parlé aussi un peu ce matin, sur la remise en suspension, enfin pas la remise en suspension, mais le mouvement de l'eau qui permet une oxygénation de la colonne d'eau. Donc on a mis des optodes, donc qui sont ni plus ni moins que des enregistreurs automatiques de l'oxygène, qui sont autonomes, qu'on peut laisser plusieurs jours, voire plusieurs mois dans l'eau, qu'on a mis à la fois dans les plantes, ce qui correspond à la partie verte en fait des courbes ici, et en dehors des plantes sur les endroits qui ne sont pas colonisés, qu'on voit un peu moins, qui sont derrière. Et on a disposé ces optodes à la fois dans les endroits qui sont protégés des vents et les endroits qui sont exposés au vent. Et ce qu'on voit, c'est que dans les endroits qui sont protégés au vent, on a effectivement au sein des herbiers des périodes d'anoxie récurrentes entre la période de mai à novembre, par exemple. Donc clairement, on confirme, et là sur le long terme, surtout sur une durée, un enregistrement qui n'est pas un enregistrement ponctuel comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, qu'il y a effectivement des périodes d'anoxie. Tandis que dans les zones exposées, on a plutôt tendance à avoir un maintien de l'oxygénation de l'eau, notamment dû au vent, à l'action du vent et des vagues. Voilà, c'est pour vous montrer, vous faire rapidement un peu un exposé, vous brosser rapidement les activités qu'on fait en termes de recherche. Alors, j'ai pas voulu conclure, c'est vrai que ça fait un peu cheveux sur la soupe, mais c'était important pour moi de vous présenter cette diapo, parce que c'est vrai que le thème du séminaire tournait autour de la directive cadre européenne aussi. Donc, je voulais vous toucher un mot un peu des activités du laboratoire. Alors là, ça va au-delà des lacs aquitains, mais il faut quand même que vous sachiez que l'investissement qu'a par exemple l'agence Adour-Garonne en travaillant, en nous finançant, ou même au niveau local avec les communautés de communes, les sages, en finançant des actions de recherche un peu plus pointues, on va dire, ou un peu plus précises, ça alimente ce genre de travail. Parce qu'à la base, nous, l'IBML, on a commencé ça de zéro. Donc sachez qu'aujourd'hui, l'IBML existe et est utilisé comme un indicateur qui a été validé au niveau national pour évaluer l'état écologique au sens de la DCE. Donc c'est un indicateur qui évalue la dégradation du niveau trophique notamment. Alors ça c'est les mots un peu classiques qu'on trouve dans la DCE, c'est l'eutrophisation et la dégradation générale. Donc c'est dégradation du milieu, notamment au niveau de tout ce qui est pollution organique. Ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est que du coup on se sert de tout ce qui a été fait dans la littérature pour améliorer nos connaissances sur les plantes, sachant qu'il y a beaucoup de littérature qui sort, mais qui est vraiment spécifique au contexte écologique des pays qui publient. Donc c'est un peu en dehors de notre contexte spécifique français, qui est un peu large, il n'est pas très spécifique d'ailleurs. Ça va des lacs alpins aux lacs méditerranéens, aux lacs de plaine. Alors, on a une base nationale qui commence à bien s'étoffer, notamment grâce à la méthode d'échantillonnage normalisé, donc que vous connaissez peut-être. Et puis les travaux que je vous ai présentés précédemment, notamment qui nous permettent d'améliorer nos connaissances sur les traits écologiques des espèces. Et actuellement, on travaille sur le déploiement d'un indice multimétrique qui n'est pas encore au point, mais on y travaille, notamment qui permet d'identifier, de diagnostiquer des perturbations au niveau des habitats physiques, notamment à l'aide du protocole Albert. Mais également tout ce qui est lié aux espèces invasives, notamment des indicateurs précoces de ce genre de choses qui peuvent permettre de prévenir déjà quand il y a une introduction d'une espèce, ce genre de choses. Voilà, je vais laisser la parole à Franck Queneau du CIEP-Velg. Bonjour à tous. Voilà.
Donc moi je me présente donc Franck Queneau. Donc moi je travaille dans un syndicat intercommunal qui a une compétence en fait de gestion de l'eau et des milieux aquatiques donc sur le territoire du bassin versant des lacs médocains. Donc c'est une structure un peu comme on a vu ce matin sur le territoire de Grandlieu qui gère à la fois la compétence de l'eau mais aussi l'animation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des sites Natura 2000 de ce territoire. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous montrer comment on travaille à l'interface entre les indicateurs européens ou nationaux liés à la directive, aux directives européennes, et puis des suivis que l'on fait plus localement pour comprendre le lien avec des pressions locales liées aux stations d'épuration, à l'agriculture de notre territoire. Donc ça, sur deux enjeux qu'on a globalement sur les lacs aquitains, la qualité de l'eau et la gestion des milieux naturels en bordure des lacs. Donc, tout d'abord, pour vous rappeler les principaux éléments dont on dispose en termes d'indicateurs au niveau national et européen. Donc, bien sûr, on dispose pour les lacs des indicateurs liés à la directive cadre européenne sur l'eau, donc avec les données collectées par l'agence de l'eau Adour-Garonne et puis les travaux de l'IRSTEA. Donc, globalement, par rapport à cette directive, on voit que nos lacs sont un peu, comme on a vu depuis ce matin, sensibles à l'eutrophisation. Il faut savoir que sur nos lacs, on n'a pas d'écoulement de l'eau pendant quasiment 4 à 6 mois par an. C'est les cours d'eau qui alimentent ces lacs sont naturellement en sec une bonne partie de l'année. Donc voilà, ils sont sensibles à l'eutrophisation avec les deux éléments de phosphore et d'azote. J'y reviendrai juste après. On a une bonne qualité chimique, globalement mise en évidence par ces suivis-là. Et puis l'autre pendant, donc là, pas lié à la directive cadre sur l'eau, mais plus à la directive baignade, donc un suivi des zones de baignade sur notre territoire. Donc là, avec les éléments synthétiques, c'est que depuis une bonne dizaine d'années, on a une excellente qualité d'eau en bactériologie. Par contre, ça reste sensible sur les questions liées au développement de cyanobactéries. Bon, c'est peut-être pas aussi fort que ce qu'on a pu parler ce matin sur le lac de Grandlieu, mais ça reste une sensibilité sur laquelle on est vigilant. Donc comment on travaille par rapport à ces éléments-là de départ, de connaissance de qualité d'eau? En fait, notre principal souci, c'est qu'une fois qu'on a cet indicateur à l'échelle du lac de plus ou moins bonne qualité en azote et phosphore, on n'a pas forcément l'information d'où viennent ces éléments nutritifs, quels sont les niveaux de pression. Et donc pour ça, on travaille aussi avec les collègues de l'IRSTEA, l'agence de l'eau, mais aussi avec l'Université de Bordeaux, plusieurs laboratoires, et aussi la profession agricole sur notre territoire, principalement pour mieux connaître les flux de nutriments. Donc effectivement, pendant plusieurs années, on fait des bilans en fait d'apports en azote et phosphore pour voir où on en était des apports de nutriments depuis les cours d'eau. Ce qui nous a permis en particulier de voir qu'on n'avait plus du tout d'apport en phosphore sur nos lacs. C'était quelque chose qui existait dans le passé, dans les années 70, 80, 90. C'est a priori plus le cas ou vraiment dans des valeurs très faibles. Et puis un autre élément, c'est qu'on a pu aussi bénéficier d'une thèse avec l'Université de Bordeaux par rapport à un bilan à la fois des flux, mais aussi de la compréhension des fonctionnements au sein du lac lui-même, c'est-à-dire l'interface entre l'eau et les sédiments, éléments qu'on ne connaissait pas du tout et qui était particulièrement important pour nous, savoir en fait où est-ce qu'il fallait mettre le curseur en termes de gestion de ces nutriments sur ces lacs. Donc, je vous présenterai après les actions de gestion qu'on met en face de ces éléments de connaissance. En tout cas, c'était important pour nous d'avoir des études un peu complémentaires des éléments liés à la directive 4 sur l'eau, qui n'étaient pas suffisants en soi pour pouvoir, par derrière, avoir des éléments de gestion. Et un autre point qui apparaissait pas du tout, vous avez vu tout à l'heure, on a un état en termes d'état chimique qui était bon. Malgré tout, dans les poissons de nos lacs, on a un souci sur l'aspect du mercure qui apparaissait pas du tout. Donc là, voilà, pareil, en parallèle, il y a des travaux qui sont menés avec l'Université de Bordeaux, l'IRSTEA, les financements de l'agence à l'échelle aquitaine pour comprendre d'où vient ce phénomène lié au mercure. Bon, je détaillerai pas le contenu des études et des travaux en cours, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a parfois besoin, en plus de la DCE, d'avoir des éléments supplémentaires pour aller chercher des éléments de compréhension sur un phénomène pas forcément indiqué par la DCE. Donc en termes d'action derrière ces éléments de diagnostic en fait liés aux connaissances de flux. Donc comme sur tous vos territoires, on travaille sur les questions liées à l'assainissement des eaux usées. Donc chaque pastille verte correspond à une station d'épuration. Sur notre territoire, la stratégie, ça a été bien sûr de traiter le phosphore et l'azote, mais aussi de plus avoir du tout de rejet direct vers les lacs. Voilà, donc tous les rejets des stations d'épuration de notre territoire se font en infiltration dunaire, en dehors de la zone qui alimente les lacs. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se fait progressivement au fur et à mesure des investissements, mais qui porte ses fruits une bonne dizaine d'années après, on commence à en voir les effets.
Donc on n'a plus du tout, c'est ce qu'on constate dans les analyses de flux, plus du tout d'apport de phosphore sur nos cours d'eau et sur nos lacs. Deuxième élément, dans la partie nord de notre territoire, il y avait des grandes zones de culture, de maïsiculture industrielle. Donc on travaille de façon rapprochée avec les exploitants agricoles de notre secteur. Donc ils sont dans une démarche qu'on appelle sur notre territoire critères d'amélioration continue par rapport aux apports en fertilisants, en intrants divers. Donc pour pouvoir baisser les doses. Donc là pareil, sur les phosphores, ils ont globalement baissé de 40% des apports en phosphore en apportant les éléments juste à proximité de la plante, etc. Là, de la même façon, on voit plus d'éléments qui partent vers les lacs, en termes de phosphore, simplement. Par contre, il nous reste la problématique des nitrates, qui sont encore assez conséquents. Et donc là, on expérimente depuis l'année dernière la mise en place de zones humides tampons, en tout cas on les appelle comme ça, des grands bassins de rétention. On essaie de conserver les eaux un certain nombre de temps à la sortie des drains, avant que ça arrive au cours d'eau. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Et donc voilà, ça c'est des éléments d'amélioration par rapport au nitrate et à l'azote. Et dernier point, en fait tous nos cours d'eau, à l'endroit où ils arrivent sur les lacs, arrivent dans des zones un peu c'est des petits deltas, c'est des petites surfaces, mais malgré tout c'est intéressant. Donc on fait des travaux de reconnexion en fait de toutes ces annexes hydrauliques qui ont été un peu cassées dans les années 70-80 pour en fait essayer que toutes ces eaux qui arrivent en particulier à des moments de crue soient dispersées le long de ces zones humides. Donc voilà, tous les triangles rouges, c'est des zones de travaux qu'on envisage ou qu'on a déjà réalisés sur notre territoire. C'est des travaux relativement simples, mais qui peuvent être assez efficaces. Seul bémol, c'est qu'on n'a pas la possibilité de tester l'effet. C'est-à-dire qu'on sait ce qui rentre en termes de concentration en nutriments, mais la sortie, en fait, se retrouve mélangée avec les eaux des lacs. Donc, on n'a pas les éléments de connaissance sur la capacité dépuratoire de ces zones. Deuxième sujet, rapidement, donc la gestion des milieux naturels. Donc, je ne reciterai pas tous les différents types de milieux qui ont déjà été présentés par Vincent. Donc simplement pour vous dire que par rapport aux deux directives sur lesquelles on travaille, celle de la directive cadre sur l'eau et celle liée à Natura 2000, les indicateurs que vous ont présentés en partie Vincent, liés à la directive cadre sur l'eau, sont essentiellement des indicateurs liés à la partie aquatique et amphibie des lacs, mais pas du tout liés à la partie liée aux landes humides, aux tourbières ou au boisement marécageux. Donc là, c'est plutôt des indicateurs liés à la directive Habitat Natura 2000 qu'on utilise, sachant qu'on est, en tout cas en tant que gestionnaire, on n'a pas des niveaux d'information sur la précision de ces indicateurs et la mise en place de ces suivis. C'est pas aussi avancé que ça peut être avec la directive cadre sur l'eau. Globalement, par rapport à nos milieux naturels, les pressions principales, c'est bien sûr les questions liées à la qualité des eaux, à la gestion des niveaux d'eau tels que l'a expliqué Laurent, mais aussi et beaucoup à la fermeture des milieux. On est sur un territoire, en fait, l'agriculture a totalement disparu, l'élevage en bordure des lacs. Donc on a une fermeture progressive de toutes ces landes et tous ces milieux tourbeux autour des lacs, qui est notée comme la pression principale sur les espèces patrimoniales et nos habitats patrimoniaux du secteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait en plus de ces indicateurs européens et nationaux? Donc, on est plus à un stade de connaissance et d'amélioration de répartition de ces espèces patrimoniales. Voilà, donc des transectes végétaux, la présence de différentes espèces de faune et de flore. Je pourrais vous expliquer ça plus précisément si vous le souhaitez. Et on mène des opérations de gestion également par rapport à ça. Donc, de réouverture des milieux par des travaux mécaniques. On est sur un territoire où il se pratique aussi des systèmes de brûlage dirigé pour essayer de revenir à des pratiques d'élevage extensif. Donc quelques éléments peut-être pour lancer la discussion, c'est qu'effectivement la directive cadre sur l'eau permet d'avoir un état de base de connaissances sur l'état de nos lacs, mais malgré tout, il en manque des éléments, c'est-à-dire qu'il faut qu'à l'échelle de nos territoires, on puisse aller travailler sur d'où viennent les pressions, où est-ce qu'on en est des apports et des flux, tant liés aux activités humaines, mais aussi liés aux sédiments. Donc ça, c'est un élément important qu'on doit travailler sur notre territoire. On voit qu'il y a quelques manques. Par exemple, je voulais indiquer avec la question du mercure, qui apparaissait pas du tout dans les suivis liés à la directive cadre sur l'eau. Les questions liées à la végétation et aux habitats d'espèces un peu plus à l'extérieur des lacs, pas simplement la partie aquatique et amphibie. C'est des éléments qui ne sont pas identifiés ou suivis dans le cadre de cette directive. Et c'est vrai que nous, en tant que
une interface entre la gestion de la directive 4 sur l'eau et celle liée à Natura 2000. On souhaiterait qu'il y ait des indicateurs qui puissent se croiser. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça serait particulièrement intéressant. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait je me permets de te couper. Excuse-moi. Donc Vincent a pris 3 minutes de plus, donc ça a décalé un peu. Bon, la question qui tue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Donc Luc. Sur le marnage, c'est une question qui est venue beaucoup aux Journées de l'eau. Là, je ne sais pas si vous y étiez à Aix, organisé par l'ONEMA. Et c'est vrai que la question du marnage, elle vient dans tous les sujets de restauration ou des plans d'eau. Est-ce que vous avez observé quelque chose au niveau des macrophytes par rapport au marnage naturel? Ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on a observé, en fait, on n'a rien observé parce que le marnage est à peu près le même depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années. Je pense que c'est ce que les gestionnaires s'attachent à essayer de rétablir, de faire la synthèse entre le maintien des activités économiques qui est suffisamment d'eau pour qu'on puisse se baigner et qui est effectivement une activité nautisme, etc. et qui est suffisamment de marnage pour pouvoir coller à ce qu'était le fonctionnement du lac avant la création. Parce que j'ai oublié de préciser dans la présentation, ce sont des lacs qui sont plus ou moins pas connectés entre eux, mais quelques-uns sont connectés entre eux. Et tout ça a été chenalisé, donc il y a des écluses, etc. Ça, c'est ce qu'a expliqué Laurent. Et l'idée, c'est que voilà, c'est de reproduire un peu la fluctuation naturelle du marnage, ce qui était il y a un siècle peut-être. Si je peux me permettre, je vais rajouter quelque chose par rapport au territoire que je gère sur les Landes. Les ouvrages que j'ai décrits tout à l'heure datent des débuts des années 70. C'est assez récent. Ce qu'on a remarqué, j'ai fait une analyse diachronique sur le marnage saisonnier avant et après. Bien évidemment, les ouvrages ont influencé sur une certaine homogénéisation du marnage saisonnier. Et selon les différentes archives, différents papiers qu'on a conservés sur justement le constat d'une biodiversité sur les lacs, elle était, sauf erreur de ma part, j'espère que Vincent ne va pas me contredire, sinon je m'en vais, c'est qu'on avait une plus grande biodiversité avant qu'après la réalisation des ouvrages. Donc la conclusion qu'on pourrait tenir, c'est que plus il y a un marnage saisonnier accentué, plus important et mieux, et plus effectivement on a une biodiversité, en tout cas végétale, importante.